L'agresseur de Trump sur le terrain de golf, Ryan Wesley Routh, a laissé sa famille furieuse, car elle affirme qu'il est incapable d'une telle violence. Ses démêlés avec la justice soulèvent des questions troublantes quant à ses motivations dans cet incident alarmant. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les inquiétudes grandissent. S'agit-il d'un nouveau cas de défaillance des services secrets en matière de sécurité? Quelles peuvent être les raisons qui sous-tendent les attaques contre un ancien président? Retrouvez tous les détails dans cette vidéo. La famille de l'agresseur de Trump au tribunal. Après la deuxième tentative d'assassinat de Donald Trump, le 15 septembre 2024, le suspect, Ryan Wesley Routh, a été arrêté sur l'Interstate 95 près de West Palm Beach, en Floride. La famille de M. Routh a été choquée par la nouvelle. Son fils Adam a déclaré qu'il ne pouvait pas imaginer son père faire cela. Quant à son fils Oran, il a déclaré qu'il espérait que tout avait été exagéré, parce que son père n'aurait pas fait une chose pareille. Oran a mentionné « Ryan est mon père, et je n'ai pas d'autre commentaire à faire que de le décrire comme un père aimant et attentionné, et comme un homme honnête et travailleur. Je ne sais pas ce qui s'est passé en Floride, et j'espère que les choses ont juste été exagérées parce que, d'après le peu que j'ai entendu, il ne semble pas que l'homme que je connais ait fait quoi que ce soit de fou et encore moins de violent. C'est un bon père et un grand homme, et j'espère que vous pourrez le présenter sous un jour honnête. » C'est la deuxième fois en 9 semaines que M. Trump est pris pour cible. Selon le Secret Service, un agent posté un trou avant Trump au Trump International Golf Club à West Palm Beach a vu un fusil dépasser de derrière une clôture. Ryan Routh se cachait dans des buissons à une distance de 300 à 500 mètres de Trump. L'agent des services secrets a tiré sur Routh, mais celui-ci a réussi à s'enfuir à bord d'une Nissan noire. Un témoin présent sur le terrain de golf a vu Routh s'enfuir et a même pris une photo de la voiture utilisée par le tireur pour s'enfuir. Les autorités ont pu le retrouver et l'arrêter sur une autoroute proche, selon un message publié sur Facebook par le bureau du shérif du comté de Martin vers 15h30. Plus tard, lors d'un point presse, le shérif William Snyder a déclaré « Nous ne lui avons pas permis de se battre, nous l'avons maîtrisé, nous l'avons forcé à quitter la route et nous l'avons arrêté sous la menace d'une arme. » Ils ont également indiqué qu'il n'avait pas résisté lors de son arrestation et qu'il semblait calme et sans émotion. Il n'était pas armé au moment de son arrestation. M. Routh a laissé derrière lui un fusil chargé avec une lunette de visée, un appareil photo numérique, un sac à dos et un sac en plastique rempli de nourriture, selon la plainte pénale. Il n'a pas tiré, et les services secrets ont confirmé que M. Trump n'a jamais été dans le champ de vision de M. Routh. Les données du téléphone portable indiquent que Routh s'est trouvé dans la zone proche du terrain de golf pendant environ 12 heures, de 1h59 à environ 13h31, heure à laquelle l'agent a remarqué le fusil. Les autorités ne savent pas depuis combien de temps Routh, qui a vécu en Caroline du Nord et à Hawaï, se trouvait en Floride. Elles pensent qu'il a agi seul. Routh est accusé de 2 délits graves, possession d'une arme à feu en tant que criminel et possession d'une arme à feu dont le numéro de série a été rayé. Lors de sa première comparution devant le tribunal de West Palm Beach, Routh est apparu calme, respectueux et même de bonne humeur, riant parfois avec son avocat commis d'office. Il portait une combinaison de prison bleu marine et était enchaîné. Le juge a informé Routh qu'il pouvait bénéficier d'un avocat commis d'office parce qu'il n'avait pas d'actifs. Routh a confirmé qu'il n'avait pas d'économie ou d'autres fonds. Il a indiqué qu'il gagnait 3 000 $ par semaine, mais n'a pas précisé le type de travail qu'il effectuait pour gagner cet argent. Il a également indiqué qu'il possédait 2 camions à Hawaï et qu'il subvenait aux besoins financiers de son fils de 25 ans. Routh restera en détention jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal, prévue le 30 septembre. La famille de M. Trump a également fait part de ses sentiments. Son fils, Eric Trump, s'est inquiété de la sécurité de son père en déclarant « Mon père n'a plus beaucoup de vies ici. Combien de fusils vont encore se trouver à distance d'assassinat de mon père ?» Dans un courriel adressé à ses partisans, M. Trump les a rassurés en déclarant « Des coups de feu ont été tirés dans mon entourage, mais je voulais que vous entendiez d'abord ceci. Je suis sain et sauf. Rien ne me ralentira. Je ne me rendrai jamais. » La Maison-Blanche a indiqué que le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont été informés de l'incident. Le président Joe Biden a félicité les services secrets américains et les forces de l'ordre dans une déclaration. Il s'est dit soulagé que M. Trump soit en sécurité et a souligné que la violence politique, ou toute autre violence, n'avait pas sa place dans le pays. M. Biden a déclaré qu'il avait demandé à son équipe de veiller à ce que les services secrets disposent de toutes les ressources et de tout le soutien nécessaire pour assurer la sécurité de l'ancien président. Lundi matin, Joe Biden a déclaré aux journalistes que les services secrets pourraient avoir besoin d'une aide supplémentaire et il a exhorté le Congrès à répondre à leurs besoins. Il a indiqué que l'agence était en train de décider si elle avait besoin de plus de personnel. Un porte-parole de la Maison-Blanche a également indiqué que M. Biden
avait appelé M. Trump pour lui faire part de son soulagement quant à la sécurité de ce dernier, et que les deux hommes avaient eu une conversation amicale. La vice-présidente Kamala Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont tous deux déclaré sur les réseaux sociaux qu'ils étaient heureux que M. Trump soit sain et sauf. Ils ont déclaré que la violence n'avait pas sa place aux États-Unis, M. Walz déclarant « Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que nation ». Le leader démocrate de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a également condamné la violence politique et a demandé que l'agresseur présumé soit pleinement poursuivi. Le représentant Jared Moskowitz, membre du groupe de travail du Congrès chargé d'enquêter sur la précédente tentative d'assassinat de M. Trump, a fait part de ses inquiétudes quant à la capacité des services secrets à protéger M. Trump en extérieur. Il a fait remarquer qu'il était alarmant qu'une personne dérangée puisse s'approcher aussi près de M. Trump avec une arme. M. Moskowitz a déclaré « Cela devient embarrassant pour l'agence » et a indiqué que les membres du Congrès ne comprenaient pas pourquoi cela se reproduisait. En dehors des États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit soulagé que la tentative d'assassinat ait échoué, mais a mis en garde contre la tentation de s'en remettre à la chance. Il a adressé ses meilleurs vœux à M. Trump et à Mme Melania et a espéré que des mesures seraient prises pour prévenir de telles attaques à l'avenir. La présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, ont également condamné l'attentat, Mme Sheinbaum déclarant que « la paix doit toujours guider les processus démocratiques ». Elon Musk, qui avait soutenu Trump, a publié un message, aujourd'hui supprimé, suggérant que personne n'essayait d'assassiner Biden ou Harris, malgré les menaces proférées à leur encontre au début de l'année. Il a continué à exprimer son soutien à Trump et a accusé la rhétorique démocrate d'être à l'origine des violences dont il a été la cible. L'humoriste Jon Stewart, s'exprimant lors de la cérémonie des Emmy Awards, a indiqué que lui et ses collègues s'efforçaient de ne pas faire de grandes déclarations sur les événements actuels. Toutefois, il a suggéré avec humour une règle « pas de coup de feu », affirmant que cela contribuerait à apaiser les tensions. Il a souligné que, quels que soient les sentiments à l'égard d'autrui, il est essentiel d'éviter la violence. Jusqu'à présent, nous avons discuté des réactions de la famille de Trump, de la famille de l'agresseur et de divers dirigeants. Examinons maintenant les antécédents criminels et les activités passées de Ryan Wesley Routh. Le passé criminel de l'agresseur de Trump. Ryan Wesley Routh, 58 ans, originaire d'Hawaï, a un passé complexe marqué par un long passé criminel et des positions politiques changeantes. Il a des antécédents d'activités criminelles et est connu pour avoir soutenu puis critiqué l'ancien président Donald Trump. En outre, M. Routh s'est fortement impliqué dans le soutien à l'Ukraine dans le cadre du conflit qui l'oppose à la Russie. M. Routh a vécu en Caroline du Nord pendant la majeure partie de sa vie avant de s'installer à Hawaï. Son profil LinkedIn indique qu'il a étudié le génie mécanique à la North Carolina Agricultural and Technical State University de 1995 à 1998. Toutefois, l'université a précisé que M. Routh n'y avait étudié que pendant 2 semestres, il y a près de 30 ans. Selon Jackie Torok, directrice des relations avec les médias de l'université, M. Routh n'a pas obtenu de diplôme et a été inscrit pour la dernière fois en décembre 1995. En 1991, Routh a été qualifié de super-citoyen, voire de super-héros, par le Greensboro News and Record pour sa bravoure lors de l'arrestation d'un violeur présumé. Il a également reçu un Oscar spécial, Law Enforcement Officer, de la part de la section de Greensboro de l'Union internationale des associations de police pour ses actions. M. Routh a un long passé judiciaire, selon les dossiers du département de correction pour adultes de Caroline du Nord. En 2002, il a été reconnu coupable d'un crime grave, à savoir la possession d'une arme de destruction massive. En décembre 2002, le Greensboro News and Record a rapporté un incident au cours duquel Routh a été arrêté par la police lors d'un contrôle routier un dimanche soir. Il a mis la main sur un pistolet et s'est rendu à son entreprise de couverture. Là, il s'est enfermé à l'intérieur pendant 3 heures. L'accusation de détention d'une arme de destruction massive concernait une mitrailleuse entièrement automatique. Entre 2001 et 2010, Routh a été confronté à plusieurs problèmes juridiques, notamment des accusations de délit de fuite, de port d'armes dissimulées et de possession d'objets volés. Les archives judiciaires de Caroline du Nord montrent que Routh a été impliqué dans plus de 7 affaires judiciaires entre 1991 et 2016. Ces affaires concernaient notamment des problèmes d'impôts et de chèques sans provision. En 2019, le FBI a reçu une information selon laquelle M. Routh, un criminel condamné, possédait une arme. Le FBI s'est penché sur la question, mais la personne qui avait donné l'information n'a pas pu confirmer qu'elle l'avait fournie. Il vit et travaille à Hawaï depuis 2018.
Selon le Honolulu Star Advertiser, la police d'Honolulu a eu 4 interactions avec Ruth. En 2019, 2 incidents se sont produits. L'un au cours duquel Ruth et d'autres personnes ont été accusées de squatter une propriété et l'autre lié à une agression. En 2021, Ruth a déclaré avoir été agressé par quelqu'un dans une maison où il travaillait comme homme à tout faire. Monsieur Ruth dirige une entreprise appelée Campbox Honolulu qui construit des unités de stockage portables et de petites maisons. Sur le site web de son entreprise, on peut lire « En faisant appel au bon sens, à l'ingéniosité américaine et aux ressources dont nous disposons, nous pouvons ensemble créer nos propres lieux de bonheur. M. Ruth soutenait Donald Trump, mais il a ensuite commencé à faire des dons au Parti démocrate. Selon les registres électoraux de Caroline du Nord, Ruth ne fait officiellement partie d'aucun parti politique. Cependant, ces registres montrent qu'il a voté lors de l'élection primaire démocrate de mars 2024. Il a également voté aux élections générales de 2008 et 2012, ainsi qu'aux élections locales de 2009. Ruth a l'habitude de faire des dons à des causes politiques. Les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent qu'entre septembre 2019 et mars 2020, il a fait près de 20 petits dons à ActBlue, une plateforme de collecte de fonds pour les démocrates. Ces dons étaient modestes, allant de 1 à 25 $ à chaque fois. Dans un livre qu'il a publié lui-même en 2023, Ruth a raconté comment il soutenait Donald Trump. Il a déclaré qu'il se sentait en partie responsable d'avoir aidé Trump à devenir président. Mais il admet qu'il a fait une grosse erreur en le faisant. Dans son livre, M. Ruth qualifie de désastre l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis et en attribue la responsabilité à M. Trump et à ce qu'il appelle le groupe antidémocratique de M. Trump. Ce livre de 291 pages, intitulé Ukraine's Unwinnable War, montre que M. Ruth s'est beaucoup intéressé à ce sujet ces dernières années. Après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022, M. Ruth a soutenu fermement l'Ukraine. Il souhaitait apporter son aide en amenant des étrangers, dont lui-même, à se battre en première ligne pour la liberté et les droits de l'homme. Cette année-là, Ruth se rend à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Cependant, en raison de son âge et de son manque d'expérience militaire, on lui a dit qu'il n'était pas le meilleur candidat pour rejoindre le combat. Il en a fait part à Newsweek Romania en 2022. Depuis lors, M. Ruth a utilisé les médias sociaux pour encourager et recruter des étrangers afin qu'ils rejoignent le combat en Ukraine. Il a également parlé de ses efforts lors d'entretiens avec les médias. En mars 2023, il a déclaré au New York Times qu'il essayait de recruter des soldats afghans qui avaient fui les talibans. Il prévoyait d'acheter des passeports au Pakistan et de faire passer ces soldats en Ukraine, parfois illégalement. Le New York Times l'a décrit comme un ancien ouvrier du bâtiment de Greensboro, en Caroline du Nord, qui a passé plusieurs mois en Ukraine. Ruth s'est également plaint à Sémaphore de la politique stricte du gouvernement ukrainien en matière d'admission de soldats étrangers. Il a déclaré que le gouvernement était trop rigide et qu'il craignait que les soldats étrangers soient des espions. Malgré ses efforts pour obtenir des visas pour les recrues, il n'y est pas parvenu. Un représentant de la Légion étrangère ukrainienne a déclaré à CNN que M. Ruth avait pris contact avec eux à plusieurs reprises, mais qu'il n'avait jamais fait partie de la Légion et qu'il ne coopérait pas avec eux. Oleksandr Chagouri, un officier du département de coordination des étrangers, a décrit les offres de M. Ruth comme irréalistes et a déclaré qu'il ne répondait pas à ces messages. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné la récente tentative d'assassinat contre Trump, déclarant que la violence politique n'avait pas sa place dans le monde. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que cet incident montrait les conséquences de jouer avec le feu, en faisant référence au soutien des États-Unis à l'Ukraine. Ryan Ruth a récemment tenté d'attaquer Donald Trump sur un terrain de golf en Floride. Dimanche, M. Trump a raconté comment les agents des services secrets l'ont rapidement installé, ainsi que son ami, dans des voiturettes de golf au moment où des coups de feu ont été tirés. Les agents avaient remarqué un canon de fusil dépassant des buissons et ont tiré sur Ruth. Ce dernier a lâché son arme et s'est enfui, mais il a été arrêté plus tard sur une autoroute. Ruth n'a pas tiré lui-même. Le FBI enquête sur l'incident en tant que tentative d'assassinat, mais n'a pas encore inculpé M. Ruth. Les procureurs de Floride envisagent d'ajouter des charges plus graves. Le gouverneur Ron DeSantis réclamant les peines les plus sévères. Le programme de campagne de M. Trump se poursuivra comme prévu, avec notamment une réunion publique à Flint, dans le Michigan, sa première apparition depuis l'attentat. M. Trump a déclaré que l'incident ne l'avait pas beaucoup affecté et a félicité le président Joe Biden pour son appel téléphonique de soutien. À la suite de cette attaque, on s'est demandé si la protection de M. Trump était suffisante. Le chef intérimaire du Secret Service a défendu le niveau de sécurité, déclarant que le plan avait fonctionné comme il se doit, même si la visite du terrain de golf de M. Trump n'était pas prévue dans son programme public.
les législateurs de la Chambre des représentants demandent aux services secrets de leur fournir des informations sur la récente tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Cette demande fait suite à une fusillade survenue en juillet, qui fait déjà l'objet d'une enquête par un groupe de travail bipartisan de la Chambre des représentants. Les deux législateurs à l'origine de cette initiative sont le représentant Mike Kelly, républicain de Pennsylvanie, et le représentant Jason Crow, démocrate du Colorado. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé lors de la récente attaque au club de golf de Trump en Floride, où des coups de feu ont été tirés, mais où Trump n'a pas été blessé. Dans une déclaration commune, M. Kelly et M. Crow ont indiqué qu'ils suivaient de près cet incident et qu'ils souhaitaient entendre les services secrets sur la manière dont ils ont réagi à l'attaque. Ils ont promis de communiquer des mises à jour au fur et à mesure qu'ils en sauront plus sur la situation. Ce groupe de travail a été constitué au début de l'année pour examiner la fusillade survenue en juillet lors du rassemblement de M. Trump en Pennsylvanie. Son objectif est de déterminer ce qui n'a pas fonctionné au niveau de la sécurité lors de cet événement afin de prévenir d'autres attaques. Le groupe a récemment rencontré Ronald Rowe Jr., directeur intérimaire des services secrets, dans le cadre de son enquête. Il est également prévu d'organiser une conférence téléphonique entre les républicains de la Chambre des représentants pour discuter de la récente fusillade. Cela montre que les législateurs envisagent d'étendre leur enquête à cette nouvelle tentative d'assassinat de M. Trump. Ils ont jusqu'à la mi-décembre pour présenter leurs conclusions et leurs recommandations, comme l'exige une résolution adoptée à l'unanimité par la Chambre des représentants. Le député Michael Waltz, membre du groupe de travail, a déclaré sur les médias sociaux qu'il s'attendait à ce que les services secrets les informent bientôt. Il a souligné que la fusillade de juillet ne devait pas être considérée comme un cas isolé, car il existe des menaces permanentes tant au niveau national qu'international. Certains chefs de file du Congrès, dont le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont déjà été informés de la récente attaque. M. Schumer a félicité les services secrets d'avoir agi rapidement pour protéger M. Trump et a déclaré qu'il ne devrait y avoir aucune tolérance à l'égard de la violence politique dans le pays. Il a demandé que l'auteur de l'attentat soit pleinement poursuivi. Le président du comité judiciaire du Sénat, Dick Durbin, et le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, ont également exprimé leur inquiétude et leur gratitude pour la sécurité de M. Trump. Mitch McConnell espère que les services secrets et le FBI mèneront une enquête approfondie sur cette affaire. À la suite de l'attentat, certains législateurs réclament des mesures de sécurité accrues pour M. Trump, semblables à celles dont bénéficie un président en exercice. Le représentant Nick Longworthy, républicain de New York, a exhorté le président Biden à accorder à M. Trump le même niveau de protection. Les démocrates n'ont pas formulé les mêmes exigences en matière de sécurité, mais ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité de M. Trump. Le chef de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, a déclaré que la violence politique n'avait pas sa place dans une société démocratique. Dans l'ensemble, la situation a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de M. Trump et à la nécessité de renforcer les mesures de sécurité, alors que les législateurs réagissent à cette nouvelle tentative d'assassinat. Maintenant que nous avons parlé de l'histoire de Ryan Ruth et de son attaque contre Trump, voyons comment les services secrets font face à une pression croissante à la suite de cet incident. Les services secrets sous pression après le deuxième attentat. Les services secrets sont soumis à une forte pression après une deuxième tentative apparente d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump. Le directeur par intérim, Ronald Rowe, a déclaré que les agents devaient passer d'un modèle réactif à un modèle de préparation, en particulier après l'incident survenu sur le terrain de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride. Lors de cet incident, des coups de feu ont été tirés alors que M. Trump jouait au golf. Son partenaire, Steve Witkoff, a déclaré que les agents des services secrets ont fait sortir Trump du terrain en moins de 20 secondes après avoir entendu les coups de feu. Le président Biden a confirmé que M. Trump avait renforcé la sécurité en tant qu'ancien président et candidat. Après la tentative, M. Trump a rencontré les adjoints qui ont arrêté M. Ruth et leur a exprimé sa gratitude pour leur action. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé que l'Office of Statewide Prosecution enquêterait sur la tentative d'assassinat, car M. Ruth pourrait avoir commis des infractions dans plusieurs circuits judiciaires de Floride. L'enquête sera supervisée par le procureur général de l'État, Ashley Moody. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride est également impliqué dans l'affaire. L'avocat chargé des poursuites contre Ruth est le premier avocat américain né en Haïti, Mackenzie Lapointe. Le procureur général Merrick Garland a déclaré que le ministère de la Justice et le FBI menaient une enquête approfondie sur cette tentative d'assassinat et a promis d'utiliser toutes les ressources disponibles. Ruth est actuellement détenu au centre de détention fédéral de Miami et a été inculpé de possession d'armes à feu en tant que criminel condamné.
Les responsabilités du secret service se sont accrues au cours de la saison électorale, puisqu'il assure désormais la protection de plus de 40 personnes, dont les présidents actuels et anciens et leurs familles. Les performances des services secrets, même lors de la récente attaque contre l'ancien président Trump, ont fait l'objet de critiques. Lors de l'événement du 13 juillet 2024, un tireur nommé Thomas Matthew Crooks a tiré un coup de feu qui a effleuré l'oreille de Trump. Crooks a ensuite été abattu par des agents des services secrets. Tragiquement, un homme a été tué et 2 autres ont été blessés au cours de l'attaque. En réaction à cet événement, le président Joe Biden a ordonné un examen indépendant des plans de sécurité pour le rassemblement. Les inquiétudes étaient grandes à l'approche de la Convention nationale républicaine, où la sécurité serait renforcée en raison de la possibilité que les participants portent des armes à feu. Lors de cet événement, une politique stricte d'interdiction des armes à feu a été appliquée dans certaines zones afin de garantir la sécurité. Le FBI a également ouvert une enquête sur le tireur et les mesures de sécurité prises lors du rassemblement. Ils ont fouillé le domicile et la voiture de Crooks et ont découvert des explosifs. Phil Andrew, ancien agent du FBI, a indiqué que le FBI examinerait ce qui n'a pas fonctionné afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Il était également prévu que la Chambre des représentants organise des auditions pour discuter de la manière dont la tentative d'assassinat a pu se produire. Le représentant Mark Green a souligné la gravité de ce manquement à la sécurité. Les services secrets, qui font partie du ministère de la Sécurité intérieure, sont chargés de protéger M. Trump en tant qu'ancien président et candidat à la présidence. Ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient renforcé la sécurité au fur et à mesure que la campagne avançait. Toutefois, la directrice des services secrets, Kimberly Cheatle, a déclaré qu'elle évaluait toujours la situation et qu'elle coopérerait avec le FBI. En règle générale, lors d'un rassemblement présidentiel, les services secrets et la police locale travaillent ensemble. Lors du rassemblement de M. Trump, des équipes spécialisées, dont une équipe de contre-tireurs, étaient présentes. Toutefois, des inquiétudes se sont fait jour quant au nombre d'agents disponibles pour protéger M. Trump, étant donné qu'il y a généralement 3 niveaux de sécurité autour d'un candidat. Des problèmes sont survenus lors du rassemblement. Certains agents des services secrets ont affirmé que Crooks n'aurait jamais dû pouvoir accéder au toit d'où il a tiré. La faille de sécurité pourrait être due à la négligence des agents ou à des failles dans le plan de sécurité. Andrew a souligné que pendant les périodes de campagne électorale, les ressources peuvent être mises à rude épreuve, ce qui entraîne des lacunes en matière de sécurité. Des témoins ont déclaré avoir vu le tireur agir de manière suspecte avant l'attaque, mais les forces de l'ordre ont tardé à réagir. Un officier a tenté de confronter Crooks, mais a dû battre en retraite lorsque Crooks a pointé son arme sur lui. Les critiques ont souligné que les équipes de sécurité n'ont pas réussi à éliminer les menaces potentielles provenant des toits et des endroits élevés autour du rassemblement. Le tireur avait une vue dégagée sur M. Trump. En outre, lorsque la fusillade a éclaté, on s'est inquiété du fait que les services secrets n'ont pas évacué M. Trump assez rapidement, l'exposant ainsi à un danger. Malgré ces critiques, Andrew a fait remarquer que les services secrets avaient réagi rapidement pour protéger M. Trump. Cependant, une certaine confusion s'est parfois installée entre l'équipe de protection et Trump, qui n'a peut-être pas respecté les protocoles de sécurité pendant le chaos. Kimberly Cheatle a démissionné un jour seulement après une audition à la Chambre des représentants, au cours de laquelle des membres des 2 partis politiques lui ont demandé de démissionner. Bien que des personnes présentes au rassemblement aient vu le tireur et que la police ait été présente, l'attaque a tout de même eu lieu. Kimberly Cheatle a déclaré qu'il s'agissait du plus grand échec des services secrets depuis des décennies. Madame Cheatle a assumé l'entière responsabilité de l'échec de la sécurité, mais n'a pas répondu à toutes les questions lors de l'audition, ce qui a frustré les législateurs. Elle a déclaré que la mission des services secrets consistant à protéger les dirigeants nationaux n'avait pas été à la hauteur ce jour-là. Après un examen approfondi, elle a décidé de démissionner, expliquant dans sa lettre de démission qu'elle ne voulait pas que son leadership détourne l'attention du travail de l'agence. Le président Joe Biden a accepté sa démission et l'a félicité d'avoir pris ses responsabilités. Il a également indiqué qu'une enquête indépendante se poursuivrait pour déterminer ce qui s'est passé lors de l'événement du 13 juillet. M. Biden a assuré qu'un incident similaire ne devrait jamais se reproduire et a déclaré qu'il nommerait bientôt un nouveau directeur. Pendant ce temps, M. Trump a réagi sur sa plateforme Truth Social, reprochant à M. Biden et à la vice-présidente Kamala Harris de ne pas avoir assuré une protection adéquate lors de l'attaque. La démission de Mme Cheatle fait suite à des appels de plus en plus nombreux, tant de la part des républicains que des démocrates, en faveur de sa démission, notamment après son témoignage devant la commission de contrôle de la Chambre des représentants. Les législateurs n'ont pas été satisfaits de ses réponses et ont déclaré que sa démission était nécessaire pour rétablir la confiance dans les services secrets. Ronald Rowe Jr., directeur adjoint des services secrets, a été choisi pour diriger l'agence après la démission de Kimberly Cheatle. Rowe
qui a 24 ans d'expérience dans les services secrets, a été nommé par le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, pour prendre la relève pendant que l'administration Biden cherche un nouveau directeur. Il a déclaré qu'il avait confiance en sa capacité à diriger pendant cette période difficile, alors que l'agence enquête sur l'attentat du 13 juillet. M. Mayorkas a fait l'éloge de M. Rowe, qui continue à protéger les dirigeants nationaux et les événements importants. M. Rowe avait auparavant occupé plusieurs fonctions de direction, notamment en supervisant les opérations quotidiennes et en contribuant à l'introduction de nouvelles technologies pour améliorer la sécurité. Rowe a également fait partie du Presidential Protective Detail sous l'administration Bush et a occupé d'autres fonctions importantes, notamment au sein du Conseil national de sécurité. Il assume désormais le rôle de directeur par intérim, alors que l'agence fait l'objet d'un examen minutieux à la suite de l'attentat manqué contre la vie de M. Trump, qui a blessé ce dernier et d'autres personnes, et qui a causé la mort d'une personne. Ronald Rowe Jr. a déclaré que l'agence aurait dû surveiller le toit où un tireur a fait feu sur Donald Trump lors du rassemblement en Pennsylvanie. M. Rowe a admis qu'il s'agissait d'une défaillance des services secrets, soulignant que le toit aurait dû être surveillé. Il a précisé que le Secret Service était entièrement responsable des faillas de sécurité et non la police locale. M. Rowe a promis que l'agence travaillerait dur pour regagner la confiance du public. À l'avenir, M. Trump et d'autres dirigeants tels que le président, le vice-président et le sénateur Vance bénéficieront d'une protection contre les tireurs d'élite du Secret Service lors d'événements. Il a également confirmé que les services secrets ne savaient pas qu'il y avait un tireur armé sur le toit avant que les coups de feu ne soient tirés. Un problème de communication entre la police locale et les services secrets s'est produit au cours de l'incident. Les agents locaux ont vu le tireur 30 secondes avant les coups de feu, mais n'ont pas transmis l'information aux agents fédéraux à temps. M. Rowe a déclaré que l'agence ne fournirait pas de mise à jour en temps réel sur d'éventuelles mesures disciplinaires liées aux défaillances de sécurité, mais que des enquêtes internes étaient en cours. Au fil des ans, les services secrets et le FBI ont fait face à plusieurs tentatives d'assassinat. En 2020, ils ont empêché un complot visant à kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. Les récentes attaques contre Trump ont suscité de sérieuses discussions sur l'amélioration des mesures de sécurité pour les personnalités publiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour accéder à d'autres contenus étonnants.